Bienvenue pour cette émission de l'Europe avec ce soir le Centre Europe Direct Vendée qui accueille Mélina Rousselot. Mélina Rousselot qui a vécu une expérience extraordinaire et qui a traversé toute l'Europe. Alors Mélina, pouvez-vous nous expliquer quel a été votre périple pendant presque 8 mois finalement? Oui. Eh bien, déjà, bonjour à tout le monde. Merci pour ton invitation, Hélène. En effet, je suis partie le 3 juillet 2019 pour un périple de 8 mois dans le but d'aller faire un vol en montgolfière en Turquie, au centre de la Turquie, en Cappadoce. Donc, je suis partie à vélo le 3 juillet dans l'idée de traverser l'Europe à vélo. Donc, je suis partie de La Roche-sur-Yon et puis j'ai rejoint le début de l'Eurovélo 6, donc l'Eurovélo 6 qui part de Saint-Brévin-les-Pins et qui arrive en Roumanie du côté de la mer Noire. Donc, je suis partie pour suivre la Loire à vélo et ensuite j'ai traversé donc la France, puis j'ai rejoint le Rhin. Voilà, donc là c'est une photo du début en fait de l'Eurovélo 6. On peut voir Saint-Brévin, Constanța en Roumanie, 3653 km. Donc c'est parti pour l'aventure. Donc, cette partie-là, je vais mettre 4 mois à la faire. Et donc, une fois que j'ai traversé la France, on va peut-être pouvoir mettre la carte. Ouais, super. J'ai traversé la Suisse. Donc, en fait, j'ai continué de longer les fleuves puisque j'ai suivi le Rhin. Je suis passée au niveau du lac de Constance et puis ensuite j'ai traversé la Bavière, la forêt noire d'Allemagne, où j'ai démarré le suivi du Danube, l'un des plus longs fleuves d'Europe, qui démarre au niveau de Donaueschingen. Et je suis ensuite allée en Autriche. J'ai traversé la capitale de l'Autriche, la Vienne, magnifique. Puis je suis arrivée en Slovaquie, où j'ai traversé la capitale Bratislava, où là j'ai rencontré par hasard une autre cyclo-voyageuse avec qui on va se retrouver au niveau de la Serbie pour voyager ensemble pendant 2 mois et demi, ce qui n'était pas prévu. Voilà, c'était une belle surprise. Ensuite, j'ai traversé la Hongrie et je suis passée par Budapest. Voilà, donc là, je suis assez fière de moi parce que l'entrée dans Budapest était un peu catastrophique pour moi parce que je me suis perdue. Il y avait beaucoup de circulation et du coup, il y a un Belge qui arrivait en même temps que moi. Lui, c'était son point final de son voyage ici même et donc il a accepté de me prendre en photo devant le Parlement européen en Hongrie. Voilà. Alors là, on est rendu à combien de jours depuis votre départ, en fin de compte, de La Roche-sur-Yon? Là, c'est au mois de septembre, donc ça fait à peu près 2 mois et demi, 3 mois que je suis sur les routes. D'accord. Et vous faisiez une moyenne de combien de kilomètres par jour? Parce que vous étiez seule en plus, hein? Oui, du coup, j'ai démarré vers les 60-70 km et puis après, c'est vrai que le corps s'habitue et ça devient plus facile. J'ai monté plutôt en moyenne à 80 km. Sur la fin du voyage, j'étais proche des 100 parfois. Voilà, mais je ne me suis pas mis de pression sur les kilomètres. Ce n'était pas ce qui m'importait, quoi. D'accord. Bon, on reviendra un petit peu plus tard après sur la philosophie du voyage. Peut-être on peut continuer l'itinéraire que vous avez suivi? Voilà, donc ensuite, j'ai traversé, je me suis approchée de la Croatie, mais c'était au niveau de la frontière, hein. Et ensuite, j'ai traversé la Serbie. Et je suis passée par sa capitale, Belgrade. Et ensuite, j'ai continué. Donc là, je continue de longer le Danube jusqu'en Roumanie, où j'ai fait un crochet au niveau de Bucarest pour visiter sa capitale.
Et je suis arrivée au delta du Danube, donc au-dessus de Constanta. Voilà, un endroit magnifique où les pélicans, malheureusement, étaient partis depuis une semaine, mais tout le monde nous vantait d'aller voir ce site magique. Mais c'était très beau quand même, très sauvage. Donc voilà, le Danube, pardon, qui se jette dans la mer Noire. Et ensuite, mon but étant d'aller en Turquie, j'ai longé la côte bulgare de la mer Noire pour arriver à Istanbul. Où là, on a fait une partie en bus parce que c'est assez dangereux de rentrer à vélo dans Istanbul où il n'y a vraiment pas la place pour les cyclistes. Et puis ensuite, là, il y a eu des parties en bus au niveau de la Turquie pour descendre dans le sud de la Turquie, puisque là, ça a été aussi une surprise dans le voyage, ça a été de laisser mon vélo avec la cyclo-voyageuse que j'ai rencontrée pour faire un trek itinérant d'1 mois dans le sud de la Turquie. Donc sur la voie lycienne, on a fait plus de 400 km en itinérance, en marchant. Donc une autre approche du voyage. Et puis on est revenu sur le centre de la Turquie pour faire justement le but de mon voyage, le vol en montgolfière. Et puis, un but, mais en fait qui était plutôt un prétexte au déclenchement pour partir. Et puis après, de Izmir sur la côte ouest de la Turquie, j'ai traversé la mer d'Égée en ferry pour arriver à Athènes, la capitale de la Grèce. Puis j'ai traversé d'est en ouest la Grèce pour reprendre un ferry pour atteindre Brindisi au niveau du talon de la botte de l'Italie. Et puis j'ai remonté ensuite l'Italie par la côte ouest. Pardon. À nouveau Voilà. sur le vélo. Voilà, toujours, même la Grèce, hein, c'était à vélo, c'est ça. Et puis après, de Florence, j'ai rejoint Livourne pour reprendre un ferry, puisque après, en fait, si je montais plus haut, il y avait les montagnes et l'hiver qui me faisaient un peu peur. Oui, parce que là, on est rendu à quelle période de l'année, là, à peu près? Je suis arrivée en Italie au mois de janvier. D'accord. Donc, toute l'Italie, janvier-février, en fin de compte. Voilà, début février, en fait, je suis partie de l'Italie pour rejoindre Bastia en Corse en ferry. Et de Bastia, j'ai repris un ferry pour Toulon, en restant en fait dans l'idée de partir sur des transports plus propres. Et de Toulon, je suis remontée jusqu'à La Roche-sur-Yon, en passant par Marseille, Montpellier, Sète, Béziers, Toulouse, par le canal de la Garonne et du Midi, La Rochelle, jusqu'à La Roche-sur-Yon. Je souhaitais vraiment faire une boucle et je l'ai faite. On Voilà. la voit bien, la boucle. Combien de kilomètres au total? Environ 10 000 kilomètres. D'accord. Est-ce que vous aviez fait un entraînement spécifique pour réussir à faire cet exploit sportif, hein, quand même, disons-le? J'ai pas fait d'entraînement spécifique pour la préparation au voyage. Je suis déjà quelqu'un qui aime pratiquer du sport assez régulièrement. Et puis, ça fait déjà 5 ans que je faisais des petits périples à vélo en France sur justement les voies balisées comme l'Eurovélo 6, l'Eurovélo 1, qu'on appelle aussi la Vélodyssée, le long de la côte atlantique. J'ai fait la Vélo française aussi qui part de La Rochelle à Caen. J'ai fait le canal de la Garonne et du Midi, la Via Rona entre la Suisse jusqu'à en Camargue. Voilà, j'ai fait plusieurs routes qui sont plutôt bien signalées en fait en France. Et puis de là, je me suis dit bon, je crois que je suis prête justement pour découvrir l'Europe que j'avais encore pas vraiment eu l'occasion de découvrir et j'avais envie de prendre le temps de la découvrir. Et à travers le vélo, c'est une chouette expérience. Alors justement, très bonne transition. Quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic à un moment de vous dire, bon voilà, je vais prendre 8 ans de mon temps 8 mois. pour… oui, 8 mois, pardon. 8 mois de mon temps pour justement découvrir cette Europe dans laquelle je suis née. Il y a eu plusieurs éléments, des éléments personnels déjà. Et puis comme je vous disais, en fait, au bout d'un moment, je me sentais prête et suffisamment sûre de moi, je dirais,
en ayant pratiqué en France pour me dire bah, c'est bon, je crois que là, je me sens prête, je me sens assez organisée, assez bien sur le plan physique pour me dire que je suis prête à traverser l'Europe. Et je crois que le fait d'être en Europe, justement, ça me sécurisait dans le sens où je me sentais, entre guillemets, chez moi et qui avait un parcours plus ou moins balisé avec l'Eurovélo 6 qui est vraiment bien signalisé jusqu'à Budapest en Hongrie, où là, il y a très peu besoin de sortir une carte ou son GPS en fait, hein. Il y a juste à se laisser guider. Et puis mon fil rouge, c'est l'eau. Donc c'est vrai que j'ai suivi la Loire, le Rhin, le Danube et ainsi de suite après les côtes. Et du coup, ça m'a bien aidée et rassurée, je pense aussi. Et puis bah, c'est vrai que c'est éviter de faire des visas au niveau des entrées dans les pays, à part en Turquie. Mais en fait, c'était assez facile d'ailleurs en Turquie. Voilà, c'était un passage, c'est assez simple. Et c'est vrai que le fait que ça soit l'Europe, c'était plus facile pour moi. Alors justement, quelles sont les forces que vous avez vues de cette Union européenne? Parce que 13 pays quand même traversés, d'ouest en est, avec, je suppose, beaucoup de rencontres Oui. avec des citoyens. Donc, quels sont les temps forts que vous pouvez nous faire partager de cette expédition? Alors, il y en a eu beaucoup parce que je dirais que tous les jours, il y a un lot de moments magiques, d'émerveillement déjà des paysages, des rencontres tellement spontanées, des moments de galère aussi, des moments où il faut se dépasser physiquement et mentalement. Donc il y a un lot de plein de choses. Au niveau des rencontres, je dirais que plus j'allais vers l'Est, plus bah, malheureusement les pays sont plus pauvres. Et en fait, j'avais une ouverture vers les gens de façon beaucoup plus spontanée, un accueil et puis une générosité aussi très spontanée, que ce soit l'accueil autour d'un repas, de la nourriture qu'on a pu me donner sur la route. Après, la facilité de traverser les pays, c'est assez fou, je dirais. Bah, de traverser des frontières qu'on voit plus ou moins par des bâtiments passés, en fait, sur les postes de frontières, où l'ambiance est un peu particulière d'ailleurs sur certaines frontières. Mais le fait de pouvoir bah, arriver avec son vélo et de pédaler sans montrer ses papiers, c'est assez magique, je dirais. Là où ça a été surprenant pour moi, c'était la frontière entre la Hongrie et la Serbie, où pour la première fois dans mon voyage, on m'a demandé mes papiers d'identité. Donc là, bah, j'ai sorti ma carte d'identité. Et oui, parce que la Serbie est un pays candidat justement à l'intégration dans l'Union européenne. Donc, on n'est pas avec cette liberté de circulation que nous propose l'Union européenne. Après, on m'a demandé aussi mes papiers en Bulgarie. Voilà, et puis après, bah, sur la Turquie, forcément, avec un visa. Là aussi, où j'ai senti vraiment une différence par rapport à la route de l'Eurovélo 6, hein, qui est bien signalisée jusqu'à Budapest, Hongrie, c'est que bah, en Hongrie, après, j'ai l'impression qu'il n'y a plus du tout d'entretien. Donc parfois, je me demandais où était passé l'argent justement pour développer ces tronçons de route pour l'Eurovélo 6. Il y a vraiment une nette différence avec les autres pays, où l'accueil pour moi était plus difficile aussi sur ce pays-là. Donc après, on m'avait aussi expliqué les choses au niveau de l'historique du pays, et de la politique, etc. Mais, Alors justement, vous vous étiez préparé un petit peu avant votre, au-delà de l'aspect physique, à étudier un petit peu qu'est-ce qui caractérisait chaque pays européen que vous alliez traverser au niveau sociologique, au niveau politique, au niveau linguistique aussi, comment ça s'est passé? je me suis pas vraiment renseignée sur les pays parce que je pense que j'étais plus ou moins rassurée en fait par le fait que j'étais sur une route plus ou moins balisée jusqu'en Roumanie.
Donc, c'est vrai que j'avais envie de me laisser aussi la surprise de la découverte parce que mon voyage, c'était avant tout ça, en fait, c'était découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie et j'ai préféré me laisser porter. Alors, votre question, est-ce que vous pouvez me la reposer? Oui, c'était. J'ai perdu le Est-ce que vous fil. vous étiez préparé? Par exemple, d'un point de vue linguistique, est-ce que Ah vous oui, aviez l'anglais? D'un point de vue de l'approche aussi humaine avec les personnes, des sujets à peut-être pas aborder ou des tenues vestimentaires à adopter en fonction des pays traversés? alors, au niveau linguistique, j'ai des notions d'anglais, enfin, j'ai la base d'anglais pour me permettre de voyager. Après, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens, en fait, ne maîtrisent pas l'anglais. Et en fait, ce que je préférais faire quand j'abordais les gens, pas forcément sur les grandes villes, mais plutôt dans les milieux ruraux, j'apprenais en fait quelques mots de base, une dizaine de mots de base sur mon vélo 2-3 jours avant de rentrer dans le pays. Parce que sur le vélo, on a le temps de faire des choses, hein. Eh oui, ça On a c'est le temps de avantage. penser, on a le temps d'apprendre des choses, on a le temps d'écouter de la musique, on a le temps d'écouter des podcasts. Et du coup, j'apprenais quelques mots et c'est vrai que l'échange, du coup, il était plus facile, plus authentique, je trouvais, avec les gens et qui se rendaient compte que je faisais l'effort de parler leur langue, quoi. Donc, Hmm. c'était quelques mots. Voilà, à ce niveau-là. Après, j'appréhendais un peu plus les pays de l'Est en me demandant, moi, en tant que femme seule sur un vélo, qu'est-ce que je devais faire, en fait, justement, culturellement. Alors, c'est vrai que, en fait, bah, par exemple, plus pour la Turquie, où je crois que j'avais beaucoup de préjugés en me disant qu'il fallait que je pédale en pantalon, à chaussures fermées, peut-être avec le voile. Je m'étais même imaginé ça. Et en fait, bah, pas du tout. En tout cas, par là où je suis passée, pas du tout. J'étais en short, en sandales, comme d'autres femmes qui pouvaient se balader dans la rue, sans voile, sans rien. Et, euh, et du coup, oui, c'était des préjugés. Après, les seules peurs que j'avais, parce qu'on me l'avait déjà dit, c'était les chiens errants qu'il y a beaucoup au niveau de la Roumanie. Donc, quand moi je suis passée, il y avait une campagne de prévention et d'euthanasie en fait l'année d'avant. Donc, les habitants en fait nous disaient qu'il y avait beaucoup moins de chiens qu'avant. C'est vrai qu'ils étaient bagués. Du coup, on a pu traverser avec ma compagne de route. Euh, bon, bah, en dépassant quand même nos peurs, hein, mais on l'a fait, voilà. Alors justement, est-ce que ça a été rassurant parce que donc en Serbie, hein, vous nous avez dit que de la Serbie jusqu'à la Turquie, vous avez retrouvé par le plus grand des hasards une Vendéenne hein, qui faisait aussi du vélo. C'était pas prévu. Et est-ce que vous avez senti une différence entre faire la route toute seule, là quand on regarde la carte, presque les trois quarts de la route toute seule en vélo, et après d'être accompagnée, est-ce que ça change les choses d'un point de vue moral et mentale sur Mm. les épreuves à traverser? Une question très basique. Est-ce qu'il a fait beau ou est-ce que vous avez dû affronter la pluie, les orages, des conditions de météo assez difficiles? Bah, j'ai eu la chance du fait de partir en juillet de suivre le beau temps. Donc, j'ai eu des conditions assez agréables en fait, avec une quinzaine de jours de pluie, plus des jours de vent aussi bien sûr, hein, mais j'ai pas eu de neige. Voilà, enfin, j'ai eu plutôt des bonnes conditions, mais aussi parce que j'avais choisi le fait de partir vers l'Est à cette période de l'année pour faciliter mes déplacements, en fait. Hmm. Voilà. Et donc, d'un point de vue moral, parce que je suppose que quand on part déjà, là je regarde sur la carte La Roche-sur-Yon, qu'on arrive jusque-là, physiquement, ça doit être un petit peu rude au niveau des muscles. Donc, est-ce que le fait ici d'être à deux à affronter cette résistance physique, c'est plus facile? Alors, en fait, le corps, enfin, mon corps, en tout cas, s'est habitué assez rapidement bah, aux douleurs et aux courbatures hein, qu'on peut avoir sur les premiers jours à vélo. Après, je crois que j'ai dépassé tout ça pour justement, en fait, bah, vivre le voyage, l'émerveillement, etc.
Si je l'ai fait seule au départ, c'est aussi parce que j'avais besoin d'arrêter la machine qui va un peu trop vite parfois, je trouve, dans notre société, et de faire cette parenthèse, de pouvoir faire un voyage propre aussi. Du coup, de me retrouver moi aussi, de faire le point sur moi, ma vie, etc. Et ce temps seul m'a fait du bien justement pour tout ça. Et puis après, le fait de voyager à deux, bah, c'est vrai que c'est plus léger, je dirais. Après, peut-être moins spontané parfois, parce que l'une peut être plus dans l'organisation que l'autre. Moi, c'est vrai que dans ce voyage, je me suis beaucoup laissée porter aussi par mes envies, mes rencontres, parce que c'était justement ce moment dans ma vie où je pouvais être sans contrainte et me laisser vivre à mon rythme simplement et juste répondre à mes besoins primaires de manger, dormir, trouver où dormir et me laver. Et puis justement aussi avoir du lien social à côté. Voilà, donc en fait, voyager seul et à deux, je dirais que c'est très différent et que j'ai beaucoup apprécié ces deux moments. Mmh. Mm. Alors, vous abordiez justement le fait, de trouver à manger et ou dormir parce que vous aviez fait le choix justement d'être, la majorité du temps hébergé chez l'habitant? Comment ça se passait? Alors moi, je suis partie avec 3 sacoches sur le vélo pour être complètement autonome, donc avec une tente, une popote, euh, voilà. Et du coup, je suis partie dans l'idée d'utiliser ma tente au maximum, hein. Et puis après de me laisser porter. Donc quand je suis partie, c'est vrai que sur l'Eurovélo 6, la chance c'est d'avoir des campings à disposition. Donc à la période de l'année où je suis partie, bah, tout était ouvert, donc c'est assez agréable. Et puis petit à petit, en allant vers l'est, bah, les campings se font plus rares, hein. Donc après, c'est bivouac, hein, donc camping sauvage, dans des petits coins reculés. Et puis on fait place à nos réflexes, notre instinct hein, de sécurité et de survie, je dirais. Et après, des rencontres spontanées où les personnes autour d'un thé m'ont invité ensuite à prendre le repas autour d'un plateau au sol en famille, par exemple, hein. Et puis après, ça a pu être aussi des moments où j'avais besoin de plus de confort et de repos. Je me suis autorisée des temps en auberge de jeunesse, par exemple dans les capitales. Et puis aussi dans des maisons d'hôtes, parfois dans des hôtels, ça m'est arrivé. Et puis aussi par le biais d'un réseau de cyclo-voyageurs qui accueille à titre gratuit euh, d'autres cyclo-voyageurs. Voilà. Et, voilà. D'accord, donc on a un petit peu là fait, un tour de votre périple avec, donc vos motivations, le parcours que vous avez fait, les forces aussi, la devise de l'Union européenne est «Unie dans la diversité». Alors justement, est-ce que c'est une force que vous avez ressentie ou, cette union, est-ce que elle existe vraiment? Ou est-ce que c'est plus la diversité qui l'emporte? Mhm. Ah, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Je dirais que on a la chance de pouvoir voyager à travers l'Europe grâce à cette Eurovélo 6 qui est mise en place, même si à partir de Budapest, comme je vous disais, jusqu'en Roumanie, c'est quand même moins simple, mais ça a le mérite d'exister. Alors, Après, peut-être là, on peut aborder la chose. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi consiste cette Eurovélo? Parce que c'est une route qui a été créée justement par l'Union européenne. oui, c'est une route en fait avec de la signalétique pour nous guider à travers les différentes villes qu'on va traverser, avec les kilométrages qui sont marqués ou pas. Et donc, c'est une route où on peut avoir un peu de pistes cyclables, bon, surtout sur les pays à l'ouest. Mais ensuite, on a de la voie secondaire. Voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que sur les derniers pays, donc Serbie, Roumanie, Bulgarie, bon, bah, les panneaux, ils n'existent plus vraiment.
Il y en a de temps en temps, mais il ne faut pas trop compter dessus. Mais voilà, c'est une route qui longe les différents fleuves que je vous ai cités déjà. Et c'est vrai c'est une chance de pouvoir, je trouve, traverser par ce biais-là l'Europe. Et puis après, en ayant rencontré aussi beaucoup de gens sur la Turquie, des gens de mon âge, avec qui on a conversé justement sur le fait d'avoir cette facilité en tant qu'Européen de voyager. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte de ça, d'avoir rien qu'un passeport européen. En fait, ils nous ont rappelé la chance qu'on avait pour pouvoir se déplacer dans d'autres pays. Et ça, j'en avais pas bien conscience. Aussi au niveau de l'argent, c'est vrai que ça m'a permis une certaine facilité aussi de passer d'un pays à un autre sans toujours devoir échanger l'argent, même si dans certains pays c'est le cas. Hein. Mais c'est vrai que c'est aussi une facilité pour voyager à travers l'Europe. Ouais. Peut-être nos invités ont-ils des questions à vous poser après cette première partie. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro éventuellement. Si vous souhaitez, Guillaume ou Christine, poser une question. Alors, Oui, je voulais demander à Mélina si elle avait eu le sentiment que en Roumanie, en Hongrie ou dans les pays qu'elle traversait, pays de l'Union européenne, les gens se sentaient aussi européens eux-mêmes. Ou pas du tout, ou est-ce que ça n'a pas été un sujet en fait? Pas vraiment, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est pas vraiment un sujet qu'on a abordé dans mes rencontres. Non, Oui, ouais. Je réfléchis par rapport à l'Europe. Après, en jeune qui souhaitait en fait quitter le pays par difficulté par rapport à l'économie du pays, quoi. Où on sentait que c'était assez pesant. Mm. Voilà ce que d'accord. je peux dire par rapport à ça. Ouais. Mm. Merci. De rien. Mm. alors moi, j'aurais une autre question par rapport justement à cette Union européenne. Vous en aviez une idée avant de partir. Avez-vous été surprise parce que vous avez réellement découvert? Mm. Vu que je partais sans idée précise, en fait, et que mon idée, c'était simplement de me laisser porter, moi, j'ai été quand même beaucoup dans vis-à-vis de moi, en fait, déjà de découvrir que retourner à l'essentiel, c'est assez incroyable comme sensation, en fait, d'avoir très peu de choses et d'avoir du temps pour être justement dans l'observation, parce que les fleuves que j'ai suivis sont quand même encore assez sauvages et que j'ai pu observer beaucoup d'animaux déjà au niveau de la faune et de la flore. C'est vrai que c'était assez incroyable. Après, c'est vrai que sur les pays plus vers l'Est, j'ai découvert aussi que les trafics pouvaient être assez denses, que les gens se déplaçaient beaucoup comme ici, hein, seuls dans leur véhicule, que j'ai pris beaucoup de pots d'échappement dans le nez et que ça, c'était difficile pour moi aussi. Je ne pensais pas justement et que je m'en suis pris plein dans le nez et que c'était entêtant, même c'était difficile de rouler dans ces conditions-là, en plus avec la chaleur. Donc des trafics très denses, les conditions du cycliste sur les routes aussi, où j'ai senti la différence à partir de Mulhouse, la Suisse, l'Allemagne, où c'est absolument magique comme sensation de se sentir à sa place en tant que cycliste. C'est assez incroyable en fait. Même mon entrée dans Vienne, en Autriche, elle était tellement facile et tellement incroyable en fait de se dire mais oui, ça peut être possible d'avoir autant sa place que d'autres moyens de transport. Donc c'est très agréable. Euh, voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc voilà, donc vous avez retrouvé tout le bénéfice des déplacements doux dans une zone urbaine en fin de compte. C'est arrivé, oui,
tout à fait. Après, il y a plein d'endroits dans les capitales où j'ai cru que je ne verrais pas la fin du jour, mais mais voilà, voilà, c'était des défis de rentrer dans les capitales à vélo. Mmh. Alors, pour conclure peut-être cette émission, 8 mois de liberté totale où vous faisiez votre programme comme vous le souhaitiez. Le matin, vous vous leviez, vous aviez votre objectif de tracer des kilomètres, de voir du paysage, de rencontrer des personnes au grand air, et vous rentrez sans que ce soit prévu. En fin de compte, vous arrivez dans une période à l'extrême avec un confinement dû à cette crise du Covid-19. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à entendre qu'un virus commençait à faire changer nos modes de vie, et comment s'est passé après euh, votre restriction totale de liberté? Oui. Alors, quand j'ai commencé à en entendre parler, j'étais au niveau de Florence, en Italie, où, en fait, moi, pendant tout le long de mon voyage, je me suis complètement coupée de l'actualité et plus ou moins des réseaux sociaux aussi. C'était l'occasion aussi de faire une parenthèse avec tout ça. Et du coup, en Italie, j'ai commencé à entendre parler du virus justement qui se trouvait en Chine, je crois, à ce moment-là. Donc moi, c'est vrai que de mon côté, le fait d'avoir fermé ma boucle comme je voulais, d'avoir évité un rapatriement, par exemple, bah, je suis plutôt contente d'avoir fini mon voyage comme ça. Je dirais que le confinement, je l'ai plutôt bien vécu parce que en fait, ça me permettait de rester dans cette énergie que j'ai eue pendant tout au long du voyage, c'est-à-dire vivre à mon rythme, m'écouter, prendre le temps. Et puis, avant le confinement, de continuer à faire mes petites balades et prendre le temps aussi de me reconnecter à cette vie plus sédentaire après une vie de nomade. C'est vrai que les gens m'ont beaucoup sollicité et pour moi, c'était pas possible en fait de répondre aux gens. C'était trop difficile en fait de me retrouver de nouveau dans un milieu familier. Donc ce temps-là en fait m'a permis vraiment d'être dans l'introspection de ce que j'avais vécu en fait bah, je me rends compte beaucoup d'énergie à mettre tous les jours en fait sur le vélo parce que c'est un vrai dépassement de soi au quotidien et d'affronter ses peurs au quotidien. Donc, ce confinement m'a bien aidée, en fait, je crois, à retourner petit à petit à une vie professionnelle. Finalement, c'était un bon sas de décompression parce que là, on vous voit sur l'image à votre arrivée entouré de vos proches, je suppose, qui vous ont suivi pendant tout ce périple. Et en effet, comme vous le disiez, ça vous a permis, de revenir tranquillement à la réalité, en fin de compte. C'est ça. Et puis, en fait, un rythme plus tranquille que l'agitation enfin, que moi, je vois encore aujourd'hui comme de l'agitation, beaucoup de circulation. C'est vrai que c'est pour moi encore un peu difficile de revivre dans ce rythme de vie-là. Mhm. Et quels sont justement, pendant cette période de décompression de sas, les flashs qui vous sont revenus le plus souvent? Cette sensation de liberté que je peux retrouver vraiment totalement sur le vélo. Cet émerveillement pour la nature qui est avec nous et qui nous entoure. Ça, c'est des moments magiques. Et puis la spontanéité des personnes qui ont pu m'accueillir avec une ouverture, avec le cœur, tout simplement. Et est-ce que ça a changé votre façon peut-être d'appréhender maintenant le reste de votre vie? Ça m'a, oui, forcément changé encore beaucoup, je pense, parce que j'ai pu découvrir encore de moi, encore de plus en plus vers vers quoi j'ai envie de tendre en fait dans mon mode de vie. En tout cas, j'essaye de modifier certains aspects dans mes habitudes de vie. Bah, continuer de toute façon de me déplacer à vélo pour aller au travail au quotidien, ça c'est essentiel pour moi. Voilà, en fait, oui, en effet, c'est aussi un changement dans ma vision des choses, dans la consommation aussi, et puis dans le fait de voyager de façon le plus propre possible. Mhm. J'essaye en tout cas.
Mm. Alors, il nous reste 3 minutes. Nos invités, d'ailleurs que je remercie d'être présents avec nous ce soir. Avez-vous des questions pour Mélina? Non, à part peut-être une question. Quel est son projet de grand voyage pour les mois ou les années à venir? Parce on peut pas s'arrêter à ça quand on a fait déjà une belle boucle européenne. Peut-être aller vers le nord ou je ne sais pas. Il y a beaucoup d'idées qui me traversent l'esprit, hein, parce que j'ai eu le temps de réfléchir sur le vélo aussi. C'est sûr, comme vous dites, quand on y goûte une fois, on a envie de continuer. Dans l'idée, un jour, j'aimerais bien continuer de la Turquie pour continuer à aller vers les pays de l'Est, jusqu'au Japon par exemple. Ou l'autre idée, ça serait de découvrir à vélo l'Amérique du Nord et du Sud. Voilà. Dans un même voyage, Amérique du Nord et du Sud. Je sais pas. Là, il y a de l'ambition, il y a de l'ambition, là. Il y a de l'ambition, c'est bien. Ça fait quelques kilomètres. Voilà, c'est ça, il faut quelques temps. En Très tous bien. les cas, bravo. C'est un beau projet. C'est intéressant vraiment de vous écouter. On est Merci. parti un petit peu avec vous à travers l'Europe, donc c'est parfait. Merci à vous. Oui, c'est vrai que l'idée, c'était justement en cette période de restriction, puisque les frontières ne sont pas encore ouvertes pour voyager. Et, rassurez-vous, ça va venir d'ici l'été. Oui. Mais c'était de pouvoir voyager en Europe depuis notre canapé grâce à Mélina. Et je pense que vraiment merci parce que vous nous avez fait voyager. On va remettre une dernière fois cette carte. Est-ce que d'un point de vue relief, ça va cette route Eurovélo est assez plate ou est-ce que c'était un peu compliqué? Est-ce que vous, pour finir, est-ce que vous conseilleriez ce genre d'expédition à n'importe qui, en famille, en ayant un entraînement déjà ou quels seraient vos conseils? Après, je dirais que je pense que c'est une route qui est assez accessible. En famille, jusqu'à Budapest, je trouve que oui, c'est largement faisable. Après, il y a des conditions de trafic ou des choses qu'on peut voir sur la route qui ne sont pas toujours très chouettes pour des enfants. Après, voilà, ça dépend des projets de famille, de chacun. Et puis après, en termes de dénivelé, après, oui, c'est faisable, je pense, en termes de dénivelé. Après, moi, sur la Turquie, c'était un peu plus. Il y avait plus de montagnes. Sur la Bulgarie aussi, il y a de la montagne. Voilà. Mais je dirais que c'est largement faisable pour des débutants jusqu'à Budapest. Eh ben super. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire à tous.